D'abord, je voudrais vous soumettre une citation d'un ancien proche, on peut dire ça, Vera, peut-être de Poutine. Il s'appelle Dmitri Rogozin. Il avait été le patron de Roscosmos, qui est quand même, on peut dire, la NASA russe. Oui. Donc un organe évidemment étatique officiel qui est contrôlé par le Kremlin. Et puis il a été viré et aujourd'hui il fait valoir sa mauvaise humeur. Voilà ce qu'il dit: l'ennemi est plus fort que nous. C'est pour ça qu'il faut une mobilisation. Il ne devait pas y en avoir qu'une à l'automne, mais une autre aussi. On a des problèmes de personnel parce qu'on blesse des gars. On tue nos combattants. Alors le on, c'est pas très bien qui est, c'est l'ennemi, mais l'ennemi il est plus fort que nous. Donc si on traduit, c'est on est en train de perdre, on s'en sortira pas si on ne déclare pas une mobilisation générale à laquelle pour l'instant Poutine renonce, compte tenu de l'état de son opinion. Comment vous entendez cette déclaration? Déjà, Dmitri Rogozin a un parcours assez intéressant dans la politique russe. Il a commencé comme un opposant dans les années 2000. En plus, il représentait les partis ultranationalistes. Ce qui existait en Russie existe jusqu'à aujourd'hui. Et après, il est devenu très loyal à Poutine. En fait, on lui a proposé des postes très bien et il est devenu très loyal. Donc, il a passé très vite de l'opposition à une adhérence loyale à 100%. Et depuis quelque temps, il a eu des problèmes dans la politique russe parce qu'il a perdu son poste. Par contre, il était très critiqué pour sa direction de NASA russe, de Roscosmos, parce que déjà par l'éducation, il est journaliste, il n'est pas spécialiste dans ces domaines. Et voilà, il n'a pas fait des grands succès. Voilà, on se moquait beaucoup de lui parce qu'il disait des propos sur le cosmos qui étaient vraiment très incompétents. Voilà. Depuis, il est perdu un peu parce qu'il attendait le poste de la part de Poutine, parce que vous savez, en Russie, c'est redistribué comme ça. Donc, il attendait quand peut-être il sera quand même rémunéré pour sa loyauté et pour le fait qu'il est resté adhérent à Poutine jusqu'à la fin. Ça n'a pas été le cas. Voilà, c'était pas le cas. Et vu un peu de la lutte au pouvoir qui se passe en Russie, on ne peut pas l'ignorer. Il y a des petits signes, même ce que fait Prigojine, c'est déjà ce petit signe de lutte autour du pouvoir en Russie. Il commence à un peu tâtonner le terrain, de voir comment ça peut être reçu dans la société russe, mais aussi dans les élites russes. Et c'est pas qu'il est juste critique ici, il critique directement Poutine. Parce que c'est Poutine qui n'a pas fait la mobilisation totale, qui n'arrive pas à gérer la situation pour gagner la guerre, qui en fait organise les fêtes de 9 mai quand il y a des problèmes au front, c'est aussi ce qu'elle dit là-bas. Et finalement, on a des fuites qui disent que Dmitri Rogozin est en train de créer sa propre milice. Alors, est-ce qu'il appelle à une nouvelle mobilisation, comme on le voit là? Donc, il est furieux de ne pas être mieux traité. 2, il s'en prend à Poutine. 3, il dit quand même que les Ukrainiens sont en train de gagner. Et 4, qu'il faudrait mobiliser. Mobiliser plus. C'est dans les tuyaux, ça, ou pas? Justement, c'est très intéressant parce que tout à l'heure, on parlait de l'image de la Russie à l'extérieur et l'image de la guerre à l'extérieur. Là, ça dévoile le début d'une image de la guerre à l'intérieur de la société russe. C'est-à-dire, depuis un certain temps, d'abord, on commence à parler de guerre, alors c'était tabou jusqu'à maintenant, et surtout, dans la foulée, on commence à expliquer qu'on est en train de perdre cette guerre. C'est-à-dire, il y a 2 chocs. Ah oui. Je dirais, sur la société et l'opinion publique russe, sur la classe politique russe. Et ça, c'est peut-être un événement majeur, justement. C'est-à-dire que tant que la résonance est extérieure, on ne pouvait pas s'attendre à un retour de bâton rapide. À partir du moment où on explique publiquement à la société russe, à la classe politique russe, qu'on est en train de perdre la guerre, vous imaginez l'ampleur du choc, surtout chez des personnes qui, jusque-là, savaient à peine qu'il y avait une guerre, ou considéraient que c'était une opération de police, une opération militaire spéciale, et qui ne pouvaient pas un seul instant douter du fait que l'armée russe allait gagner. Et donc là, il est en train de s'installer une sorte de traumatisme majeur qui est géré de manière très traditionnelle, dans les régimes autoritaires comme dans les régimes démocratiques. Là, de ce point de vue, c'est la même chose, par les rivaux, les compétiteurs potentiels ou réels de Poutine, qui s'emparent effectivement de ce qui est un trésor politique. C'est un changement, c'est important, ça fait des mois et des mois qu'on mais attendez, la tonalité l'évolution d'une chez vos société consoeurs et confrères des journaux et des télévisions russes est assez spectaculaire, en tout cas de ce que j'en entends et de ce qu'on me rapporte. Contre-exemple, pardon, quand même, notre ami, avec tous les guillemets qui vont bien, Soloviev, propagandiste en chef. Ah oui. Alors il est revenu, c'est pour ça que je voulais aussi qu'on l'écoute, il est revenu à un argument qu'il avait depuis le début.
Alors, très peu de lucidité, très peu de critique. Et à nouveau, il faut y aller, hein, c'est ce qu'il dit, écoutez. Je crois fermement que la guerre nucléaire est inévitable. J'en suis profondément convaincu. Je crois que nous devrions nous retirer du traité sur le moratoire sur les essais d'armes nucléaires. Nous devons tester les armes nucléaires afin que l'Occident puisse voir qu'elles existent et qu'elles sont puissantes. Et lancer un ultimatum aux pays de l'OTAN en ciblant nos forces stratégiques nucléaires sur les quartiers gouvernementaux, sur les sites de lancement des pays dotés de capacités nucléaires et sur les pays qui soutiennent le régime nazi. Et mettre un ultimatum. S'ils ne veulent pas l'entendre, cela signifie qu'il n'y aura plus de Londres, plus de Berlin, plus de Paris, plus de Washington. C'est mon opinion personnelle. Ce qui est très frappant dans ce Soloviev du jour, il est très calme. C'est pas une diatribe violente. Voilà, il pose les choses. Maintenant. Hein. Alors, il est un peu désespéré et désespérant. Non, il joue son rôle. Je crois que ce discours-là ne s'adresse pas à nous, ne s'adresse pas à Paris, Londres, etc. Il s'adresse à la population russe, c'est-à-dire à la babouchka de base, aux gens qui vont être priés de voter Poutine la semaine prochaine. Et il faut leur faire croire que la Russie est une grande puissance. Elle l'est sur le plan nucléaire, mais elle l'est pas sur les autres plans. Elle l'est pas sur le plan de l'armée classique. La preuve, c'est que l'armée classique s'est fait étrier. Alors lui, avec son discours qui effectivement, vu de Paris, de Londres ou de Washington, est grotesque. Et il est chargé de faire croire à la population russe que la Russie est une grande puissance parce qu'elle est une grande puissance militaire. Et qu'elle pourrait, si elle le décidait, mais évidemment elle ne peut pas le décider puisqu'elle serait détruite le lendemain, taper sur les grandes capitales européennes. Donc il joue son rôle. Et pour en revenir à Rogozine, c'est un petit peu pareil. C'est pas incompatible avec le Rogozine. C'est pas non, deux discours je différents. crois que c'est compatible parce qu'il ne faut pas sous-estimer quand même la capacité de réflexion des Russes et des gens du Kremlin. Je pense qu'ils ont une hypothèse où, en effet, la guerre avec les moyens classiques en Ukraine, elle va être perdue. Elle est déjà perdue. Sauf qu'ils veulent garder les territoires qu'ils occupent actuellement. Et que, effectivement, il faut avoir un autre discours. C'est pour ça que le discours a changé. Nous sommes attaqués par l'OTAN. Et dans le fond, si les troupes de l'OTAN ne pénètrent pas en Russie, c'est qu'on a gagné la guerre contre l'OTAN. C'est ça qui est en train on a perdu la guerre, mais on l'a gagnée. Je crois qu'il ne faut jamais sous-estimer l'adversaire et sa capacité de réflexion. Je ne sais pas ce que vous avez des informations sur ce qu'on pense à Moscou, mais je pense que la réflexion... Attendez, refaites-le-moi. On a perdu la guerre sur le terrain, on l'a perdue. Mais on va garder les 20% de territoire qu'on occupe. C'est une idée qui quand même irrigue maintenant. Voilà. Mais on ne parle plus maintenant. On parle plus maintenant. Et évidemment, c'est parce que l'OTAN nous attaque. C'est pour ça qu'on a perdu cette guerre sur le plan militaire. Et l'OTAN nous attaque et on va empêcher l'OTAN d'entrer en Russie. Donc on va gagner la guerre contre l'OTAN. Alors on va perdre la guerre contre l'Ukraine, mais on va... Comme ils ne nous envahissent pas, nous, on gagne la guerre. C'est pour ça que je dis que les Russes sont très mauvais sur le plan militaire classique, mais ils sont très bons à inventer un narratif de propagande. Voilà, ils sont très bons à inventer des narratifs pour justifier l'injustifiable. Mais ce qui est terrible, en fait, dans cette armée, c'est qu'en fait, cette armée de terre, elle se fait grignoter. Cette armée se fait grignoter progressivement. Ils en sont conscients. Donc, en fait, il y a un débat en disant mobiliser. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous venez des opérations en territoire, même si l'Ukraine est considérée comme un territoire russe, vous menez une guerre, mais vous ne mettez pas tous les moyens. C'est vrai qu'il y a un paradoxe absolument incroyable. Et le paradoxe de ça, c'est que c'est la contrepartie, il n'y aura pas d'hommes, mais ils proposent des missiles nucléaires. C'est complètement paradoxal. Et là, ils sont très malins. Je vous rejoins totalement, monsieur l'ambassadeur. C'est qu'en fait, il revient dans un dialogue nucléaire qui est en fait le dialogue le plus rassurant pour les Russes, quelque part. C'est parce qu'on revient sur un dialogue politique. Il fait de la politique, là, alors qu'en fait, le précédent, en mobilisant, il fait de la tactique et de la stratégie. C'est pas la même chose. Et le nucléaire, c'est toujours un discours politique. Et en situant au niveau politique, évidemment, vous avez raison, effectivement, ils ont un gain potentiel. Une nouvelle fois, Bertrand Badi. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit par le colonel et par l'ambassadeur. Je voudrais juste ajouter deux petites choses. La première, c'est qu'on est dans la continuité de ce dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire, mettez-vous à la place de l'opinion publique, entre guillemets, russe.
qui n'est pas ignarde. Lorsqu'on commence à tenir ce genre de discours, il est facile de deviner que sur le front, ça va pas du tout. Là, vous parlez de la mobilisation, de l'appel à la oui, mobilisation. et le fait de se référer à l'arme nucléaire Et dans le contexte même explicité par M. Soloviev, c'est-à-dire on nous met dans une situation absolument impossible, donc la seule porte de sortie c'est celle-ci. Si la situation est impossible et qu'il n'y a qu'une seule porte de sortie qui est celle que vous venez de décrire, ça veut dire que la situation sur le terrain n'est pas bonne du tout. Et ça, c'est une nouvelle pour le commun des mortels russes. Ça, c'est un premier élément. Et deuxièmement, je crois que, mon colonel, vous avez dit quelque chose qui est absolument fondamental. Il y a un moment que Poutine, défait militairement, cherche une victoire politico-diplomatique. Et effectivement, on est en plein là-dedans. Je trouve qu'on ne sait pas bien gérer côté... côté Ukraine, Zelensky fait le travail. Du côté occidental, on ne sait pas bien gérer cette bataille politico-diplomatique que Poutine est en train de lancer. On ne sait pas le faire parce qu'on est enfermé dans notre propre identité de camp. C'est-à-dire, on est en train de servir Poutine en disant « oui, on est là, en face, donc on s'offre comme ennemi potentiel de Poutine sur le champ politico-diplomatique et voilà qui fait basculer les émergents et beaucoup d'autres du côté de Poutine. Il faut faire attention à cela. Mais la cible politique, en fait, sont les États-Unis. C'est pas l'Europe. L'interlocuteur naturel des Russes, dans ce cadre-là, dans le domaine nucléaire, sont les États-Unis. Et ça, c'est assez malin. C'est qu'ils se repositionnent au bon niveau, c'est-à-dire, en fait, entre deux grands pays, ils vont dire, tous les accords qui ont été faits, START, SALT, etc., ils reviennent là. Donc, on revient sur une espèce de rééquilibre de la terreur, quelque part, avec le nucléaire. Alors... Et on enferme, mon colonel, dans ce cas-là, on enferme les Européens dans le rôle passif d'alliés des États-Unis. Donc, toutes les cases sont cochées. Qu'on pourrait en faire d'autres, c'est un chapitre que on ouvrira plus tard, parce que je vais revenir sur la déclaration de Zelensky. Oui, parce que c'est aussi la question qu'on peut poser. Qu'est-ce qu'il faudrait faire d'autre? Mais le président Macron a fait quelque chose du côté de la Chine. Président Zelensky, et il continue d'ailleurs. Président Zelensky, juste, je reviens un mot sur sa déclaration concernant l'agenda dont vous parliez. Nous devons attendre. Il nous faut encore un peu de temps, dit-il. Et il ajoute, nous pouvons aller de l'avant et réussir, mais nous perdrions beaucoup de monde. Je pense que c'est inacceptable. Donc il prend ses responsabilités, Zelensky, et il dit à tous les impatients, à tous ceux qui ont annoncé l'offensive avant l'offensive, c'est pas maintenant, on n'est pas prêt. Bon, ça peut être un leurre, peut-être, attention. Peut-être qu'il ajoute du brouillard au brouillard. C'était les Ukrainiens qui l'annonçaient, c'est le premier point. Le deuxième point, vous savez, c'est quoi une offensive? C'est d'établir un rapport de force favorable pendant un temps donné, à un endroit donné. C'est pas plus compliqué que ça. Et le problème, c'est avoir cet endroit. Aujourd'hui, je suppose qu'ils n'ont pas l'endroit. Parce qu'aujourd'hui, il y a une espèce de système linéaire russe qui fait que les Russes sont peut-être pas très bons, mais je veux dire, en termes linéaires, en termes de masse, en termes de volume, ils sont présents. Le deuxième chose, c'est qu'il faut évaluer l'état des forces ukrainiennes. Il y a combien de brigades? Il y a à peu près une quinzaine de brigades. Chaque brigade fait à peu près 3000 hommes. Donc on est sur un modèle à 40 000 hommes, ce qui n'est pas considérable. Et le deuxième point, c'est que chaque brigade est équipée différemment. Vous avez une brigade équipée avec du matériel français, une brigade équipée avec du matériel britannique, les Challenger. Ça, c'est bien. Ouais. Avec les T-62. Donc en fait, il y a une espèce de bricolage, etc. Ce qui fait que c'est extrêmement difficile. Donc ils sont forts en termes... Donc ça veut dire quand même que c'est très compliqué. Ça veut dire ça aussi. C'est que cette offensive, elle est peut-être plus compliquée qu'ils l'avaient imaginé. Oui, probablement. Et qu'il faut effectivement, si ils savent qu'elle sera décisive, ils savent que c'est de cela que dépendra le calendrier des négociations imposées par les alliés. C'est un fusil à coup, c'est que s'ils ne percent pas tout de suite, ils ne feront rien, ils ne pourront pas percer. Et pourquoi c'est plus compliqué que prévu, à votre avis? Parce qu'ils ne sont pas prêts. Oui, mais ils ne sont pas prêts. Si vous voulez, il n'y a que 2 brigades Léopard. Il en faudrait 6 ou 7 ou 8 ou 10. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on dit qu'il faut 300 blindés, ils ont des T-62, ils ont 3 brigades de T-62. C'est des vieux coucous, si vous voulez, par rapport à... Il ne faut pas sous-estimer l'armée russe. Elle a beau être dans l'état dans lequel on l'a décrit. J'ai dit tout à l'heure, le problème, on ne sait pas ce qu'ils font. L'armée russe, aujourd'hui, elle est une espèce de vide sidéral. Il y a qu'à Bakhmout, on a de l'information. Le reste, on ne sait pas grand-chose. On ne sait pas où ils sont, on ne sait pas ce qu'ils font, etc. quoi. Donc, voilà, c'est le pari de la sagesse. À moins, encore une fois, que ce ne soit un leurre. Mais est-ce qu'il pourrait dire, est-ce que le président Zelensky pourrait dire, franchement, à sa population,
on va prendre le temps parce qu'on n'est pas prêt, et puis lancer l'offensive. Ce serait pas très sérieux. Je crois que le leur, c'est l'expression contre-offensive qui, en effet, tétanise les Russes, alors que les Ukrainiens sont en train d'organiser des offensives ponctuelles sur à Bakhmout, par exemple, et aussi sur certains objectifs militaires en Russie et en Crimée. Et ça rend les Russes de plus en plus nerveux. Oui. Mais effectivement, c'est pas une grande contre-offensive, parce que ça, ils sont absolument pas prêts. Oui. Voilà, en tout cas, voilà, il est urgent d'attendre. C'est ce que dit le président Zelensky, qui ne veut pas rater l'occasion de prendre le dessus. C'est très important pour lui dans le cadre de futures négociations qui lui seraient imposées. Dans un instant, pourquoi il n'y a pas de riposte ? Pourquoi toujours pas de riposte russe sur la prétendue attaque ukrainienne sur le Kremlin? Rappelez-vous, les 2 drones, Lavrov avait promis, pas l'apocalypse, mais la riposte. Peskov aussi, le porte-parole du Kremlin, et puis rien. Une semaine après. Donc on